Bonjour, j'espère que les vacances se sont bien déroulées. Et là, maintenant, nous allons continuer à faire ces cours à distance en attendant de se revoir en vrai. Aujourd'hui, séquence intitulée Énergie et puissance. Et pour la première séance, nous allons nous intéresser sur la différence entre grandeur et unité et sur une grandeur bien particulière qui s'appelle l'énergie. Grandeur et unité, je vous l'ai déjà dit en classe plusieurs fois, il faut faire attention, même l'an dernier, il faut faire attention à ne pas mélanger les deux. Il y a souvent une confusion entre cela. Alors je vais prendre un exemple que vous connaissez quasiment par cœur, c'est la longueur. La longueur, ou la distance, ou la taille, c'est une grandeur, ce qu'on appelle une grandeur. Et souvent vous confondez avec les unités qu'on utilise. Alors souvent, nous, on utilise l'unité du système international, le mètre. Ça, c'est l'unité qui mesure la grandeur. Pour une même grandeur, il peut y avoir différentes unités. Alors, par exemple, pour la longueur, là, on a bien une même grandeur, et on peut utiliser plusieurs unités. Déjà, tous les multiples ou les sous-multiples du mètre. Kilomètre, hectomètre, décamètre, déci, centi, millimètre. Vous connaissez ça par cœur. Si vous allez faire des études à l'étranger, vous allez voir que si vous êtes dans une université anglo-saxonne, vous allez rencontrer des vieilles unités. Le inch, en français c'est le pouce, qui fait environ 2,4 cm. Le pied, le yard, ça, ceux qui regardent le football américain, vous devez connaître cette unité. Ou, ça tout le monde connaît, c'est le mile. Les Anglais, ou même les Américains, ne mesurent pas les distances parcourues en voiture en kilomètres, mais en miles. Ça fait environ 1,6 km. Mais on peut aussi utiliser des unités anciennes qui étaient utilisées en France avant la Révolution, comme la toise, notamment la toise, 1,94 m, qui donne le verbe toiser. Quand on toise quelqu'un, c'est quand on regarde quelqu'un de haut. Effectivement, à l'époque, quelqu'un de 1,90 m et plus, c'était vu comme quelqu'un de grand. Le pied du roi, 32 cm, ça correspond à quelque chose entre le 44 et le 45, je crois. Et la célèbre lieue, qui fait presque 4 km, et vous connaissez sans doute les bottes de 7 lieues, qui, à chaque fois qu'on les enfile, à chaque fois qu'on fait un pas, on fait 7 lieues, c'est-à-dire plus de 20 km. Là, j'ai rappelé comment fonctionnaient les préfixes multiplicateurs ou diviseurs pour différentes unités, des unités de la grandeur longueur, le mètre, des unités de la grandeur des masses, les grammes, les litres. Ici, j'ai rajouté une... Alors ça, c'est une vieille illustration qu'on retrouvait dans les vieilles salles de classe. On voit ici les 6 unités principales, donc il faut voir que c'était dans les écoles communales, des écoles rurales pour la plupart. On voit bien que l'unité principale, c'est l'unité qui mesure la grandeur longueur, le mètre. Ensuite, vous avez l'ar pour les surfaces agraires, qui donne notamment l'hectare. Le ster pour le bois, le litre pour la capacité. Et ici, notamment, vous voyez les anciennes unités de mesure, les poids et mesures. Donc dans cette séquence, nous allons nous intéresser à deux grandeurs, l'énergie et la puissance. On commence par l'énergie, et on va voir les différentes unités, parce qu'on l'a bien vu ici, une grandeur peut s'exprimer en plein d'unités. On va voir les différentes unités qu'on utilise pour mesurer l'énergie. L'énergie, vous connaissez ce mot, c'est un petit peu difficile de savoir exactement ce que c'est. Pour savoir un petit peu ce que c'est, on verra ça un petit peu plus tard en détail, on va s'intéresser à l'étymologie du mot « énergie ». Ce mot est construit à partir de deux petits mots grecs, le mot « en » et le mot « ergon ». « En », c'est ce qui va donner notre mot qui s'écrit « en », en, qui veut dire « dedans », à l'intérieur. Ergon, vous connaissez ça comme un préfixe pour ergonomie. Ergon, c'est le travail. Donc ça veut dire que le mot énergie signifie avoir du travail à l'intérieur. L'énergie, ça représente en gros ce qu'on est capable d'obtenir, à partir d'un objet qui a une certaine énergie. Donc il y a différentes unités d'énergie. On en a vu une dans le chapitre précédent, c'était le kilotonne de TNT, qui était utilisé pour mesurer l'énergie des bombes nucléaires. Donc là, cette énergie en kilotonnes de TNT, ça représente entre guillemets le travail que peut accomplir une bombe nucléaire. Ici, c'est un travail de destruction.
souvent, et peut-être même que des fois je fais l'erreur quand j'en parle, on confond cette énergie d'une bombe avec la puissance de la bombe. Mais comme c'est une explosion, on verra un petit peu plus tard qu'une explosion, comme c'est extrêmement rapide, on confond énergie et puissance. Une autre unité d'énergie, c'est ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole, qui est plutôt utilisée en géographie. Parce que depuis la seconde révolution industrielle, vous avez vu ça l'année dernière en 4e en histoire, c'est une révolution qui a lieu dans la seconde moitié du 19e siècle et qui se base sur le pétrole. Le pétrole est devenu une source d'énergie vraiment très intéressante parce que pratique à utiliser. Et donc c'est devenu un étalon, c'est-à-dire que c'est devenu quelque chose à partir duquel on va comparer les autres sources d'énergie. Donc la tonne équivalent pétrole, pour vous donner un ordre de grandeur de ce que représente une tonne équivalent pétrole, c'est l'énergie contenue dans une tonne de pétrole. Ici, vous avez un camion-citerne, comme vous avez pu en voir certainement sur l'autoroute. Ce camion-citerne fait 36 000 litres. Comme le pétrole est plus léger que l'eau, quand il y a une catastrophe, quand il y a un pétrolier qui s'échoue, le pétrole surnage sur l'eau, c'est pour ça qu'on appelle ça une marée noire, et donc le pétrole est moins lourd, et donc les 36 000 litres de pétrole font environ 25 tonnes. Donc là, à l'intérieur, quand on parle on a 25 tonnes équivalent pétrole d'énergie situées dans ce camion, pour vous donner un ordre d'idée. Vous connaissez sans doute le baril de pétrole. Le baril de pétrole, c'est l'unité de prix. C'est-à-dire que souvent, on surveille, on voit ici cette courbe là, qui représente les fluctuations du prix du baril de pétrole. Alors le baril, c'est une contenance qui fait 42 gallons. Le gallon, c'est une unité de mesure de volume américaine qui fait un petit peu plus de 3 litres. Et pour nous, ça fait 159 litres. Un baril fait environ 0,14 tonnes équivalent pétrole. Une tonne équivalent pétrole fait environ 7 barils, quelque chose comme ça. Pour faire la jonction avec l'énergie nucléaire, il faut savoir qu'une tonne d'uranium contient de l'énergie qu'on peut utiliser, qui représente entre 10 000 et 16 000 tonnes équivalent pétrole. Alors, pourquoi il y a une telle fourchette entre 10 000 et 16 000 ? C'est parce que ça dépend de la technologie du réacteur utilisé. Là, actuellement, on est en train de construire une nouvelle génération de réacteurs qui sera beaucoup plus performante. Bon, pour se rendre compte que l'uranium, l'énergie nucléaire, renferme beaucoup d'énergie, on va essayer de voir à combien ça représente 25 tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire quelle masse et puis quel volume d'uranium a la même énergie qu'une grosse citerne comme ça. Alors j'ai fait les calculs, faut me faire confiance. Donc un camion-citerne qui a 25 tonnes équivalent pétrole a la même énergie, si on fait une règle de 3 avec ces données-là, que 1,9 kg d'uranium. L'uranium a une grosse densité, c'est 19 kg par litre. Donc si on fait le calcul, c'est-à-dire que 0,1 litre, ou 10 centilitres, ou 100 millilitres, vous ne savez peut-être pas à quoi ça correspond, donc j'ai mis cette image ici. Vous connaissez certainement les mini canettes de Coca qui font 150 millilitres, c'est-à-dire que moins d'une mini canette de Coca a la même énergie à l'intérieur que cette grande citerne remplie de pétrole. C'est pour vous dire que, justement, l'énergie nucléaire renferme énormément d'énergie. Donc ça, c'est plutôt utilisé pour tout ce qui est ressources énergétiques à grande échelle. Une autre unité d'énergie qui est très utilisée, c'est le joule. D'ailleurs, c'est l'unité internationale pour l'énergie. Alors, son nom vient d'un scientifique qui s'appelait James Prescott Joule. C'était un Anglais, c'est pour ça que son symbole, c'est un J majuscule. Alors, cette unité, vous la connaissez certainement. Pour ceux qui la connaissent, c'est certainement parce qu'ils connaissent soit les airsoft, soit les paintball, soit les deux. Souvent, c'est une énergie qui est utilisée pour mesurer l'énergie des projectiles. Dans le cas des airsoft, pour ceux qui ne connaissent pas, les airsoft, ce sont des armes, des fausses armes, qui utilisent des petites cartouches
de dioxyde de carbone comprimé pour envoyer des petites billes en plastique. Le maximum d'énergie d'une bille en plastique autorisée en France, en tout cas, c'est 2 joules. Ici, vous avez une réplique d'une Winchester, la carabine mythique des cow-boys. Et là, elle envoie des projectiles qui ont 0,9 joules d'énergie. Alors, l'énergie des projectiles est mesurée à la sortie du canon. Évidemment, si on mesurait l'énergie du projectile plus loin, l'air aurait ralenti le projectile et il aurait déjà moins d'énergie. Donc 0,9 joules, c'est l'énergie d'une bille de plastique d'un airsoft à la sortie du canon. Ceux qui se sont pris une petite bille d'airsoft dans la cuisse, sans pantalon, en short, savent que ça pique un peu. Le paintball. Le paintball, la bille est beaucoup plus grosse. Là aussi, il y a une réglementation. Les lanceurs paintball en France, en tout cas, ne peuvent pas dépasser 20 joules. Si vous avez un lanceur paintball qui a plus de 20 joules, vous pouvez être verbalisé. Ici, vous avez un lanceur qui fait 10 joules. Là aussi, les personnes qui ont pris une bille de paintball sur eux savent que ça pique, 10 joules. Donc c'est 10 joules à la sortie. 20 mètres plus loin, la bille a nettement moins d'énergie. C'est bien certain. Là, ce sont 2 armes qui sont non létales, c'est-à-dire 2 armes qui ne tuent pas. Donc j'ai fait un petit listing. Je vais reprendre à la fin du dernier télécours. Je vous ai parlé de quelques films. Je vais continuer de vous montrer quelques petites références cinématographiques. Donc là maintenant on est avec les armes létales, notamment avec ce que les Anglais appellent le long bow. Bow, c'est l'arc long. Et j'ai pris un personnage qui savait magnifiquement bien manier l'arc long, c'est Robin des Bois. En anglais, Robin des Bois, ça se dit Robin Hood. Attention, c'est Robin Hood. Hood, c'est la capuche, pas Wood, le bois. Pourquoi Robin la capuche? Parce que vous savez que Robin des Bois se cachait. Il se cachait du méchant shérif de Nottingham. Vous avez peut-être pas vu ce Robin des Bois là, parce que j'ai pris le premier Robin des Bois du cinéma. Cet acteur s'appelait, il est décédé maintenant, Errol Flynn, et le film de Robin des Bois date de 1938. Alors vous pouvez voir des images, vous tapez The Adventures of Robin Hood, vous essayez de trouver ce trailer, et vous allez voir ces vieilles images d'avant la Seconde Guerre mondiale. C'était en couleur, faut pas croire que parce que le film est vieux, les images sont forcément en noir et blanc. Les super productions hollywoodiennes étaient en couleur, et notamment on pouvait voir cet acteur, là, Errol Flynn, avec son magnifique costume marron et vert. Alors si vous avez l'occasion, si vous avez Netflix, si vous avez l'occasion, prenez le temps de le voir. C'est un vieux film de cap et d'épée, c'est toujours intéressant à voir ces anciens films qui ont fabriqué le cinéma moderne. Et donc le longbow, il peut envoyer des flèches. Les flèches, à la sortie de l'arc, ont une énergie de 70 joules. Donc là, on est déjà dans une arme mortelle. Si vous faites tirer dessus par un arc long et que ça touche au but, vous êtes en danger de mort. Allez, une autre arme mythique, le pistolet de James Bond. Alors James Bond, il n'a pas n'importe quel pistolet. Son pistolet s'appelle le Walther PPK. C'est un petit pistolet très discret, très élégant. J'ai pris, vous savez qu'il y a plusieurs acteurs qui ont joué James Bond, et j'ai pris le dernier James Bond de la franchise au cinéma, c'est Daniel Craig. Notamment qu'il a tourné son premier rôle de James Bond, c'était dans Casino Royale 2006. Là aussi, je vous conseille cet excellent film qui est Casino Royale. Vous avez peut-être déjà vu le sigle de James Bond, 007, c'est le numéro de son matricule. Le 00, ça veut dire qu'il a le permis de tuer. 7, parce que c'est l'agent numéro 7 qui a le 00. Et ici, vous avez la silhouette caractéristique du Walther PPK là, qu'on voit ici, là, qui a une silhouette très élégante. Là aussi, vous pouvez aller chercher, là, j'ai un petit extrait de Skyfall, qui est le 3e épisode de James Bond avec Daniel Craig, où il rencontre celui qui va le fournir en armes. Et là, qu'est-ce qu'il lui offre? Un Walther PPK.
Alors évidemment, c'est un Walter PPK avec un gadget hein, qui reconnaît la poignée, la main de James Bond. Il n'y a que lui qui peut tirer avec. Un autre revolver beaucoup plus puissant, donc oui j'avais oublié, hein, le Walter PPK envoie des balles, l'énergie de la balle à la sortie du canon, c'est environ 300 joules. Inutile de vous dire que c'est mortel, c'est létal aussi. Je choisis une autre arme de renom, qui elle envoie des pastilles qui ont 2000 joules au maximum, hein, entre 1000 et 2000, ça dépend de la grosseur de la cartouche que vous mettez dans ce revolver. Ce revolver, c'est un Smith & Wesson Magnum 44. C'est celui de Harry Callahan. Alors, en français, Harry Callahan, on le connaît sous le nom de l'inspecteur Harry. C'est un film qui est sorti en 1971. Ça s'appelle en anglais Dirty Harry. Harry le sale, parce que c'est un policier de San Francisco qui n'hésite pas à aller dans les quartiers pourris pour aller faire respecter la loi. Cet acteur, là, vous le connaissez certainement, c'est Clint Eastwood. C'est lui qui incarne Harry Callahan. Là aussi, hein, vous pouvez aller voir un extrait de l'inspecteur Harry sur YouTube. Notamment là, il va expliquer la puissance de son revolver, son célèbre revolver. Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement? Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Et oui, dans l'inspecteur Harry, on sait que le Magnum 44, c'est le soufflant, hein, le revolver le plus puissant au monde. Bon, je vais pas faire un listing, je vais m'arrêter à cette arme-là que vous avez dû voir en histoire cette année, c'est le fameux canon de 75. Le canon de 75, c'est un canon français. C'était un canon assez révolutionnaire à l'époque parce que c'est un canon qui encaissait le recul, qui avait un système pour encaisser le recul dû à l'explosion de l'obus à l'intérieur du canon. Ce canon envoyait des obus. Alors l'obus, c'est ce qui part, hein, c'est pas la douille qui reste. Dans la douille, il y a la poudre qui propulse l'obus. L'obus qui part peut faire jusqu'à 7 kg et il sort à 535 mètres par seconde, hein, plus de 1500 km par heure. Et on pouvait envoyer cet obus jusqu'à, théoriquement, 12 km, mais en pratique, il ne fallait pas dépasser 8,5 km. Alors, l'énergie sortant de l'obus, à la sortie du canon, est de 1 mégajoule, ou 1 million de joules, si vous voulez. Ça veut dire que c'est comme si, avec un obus, on tirait 500 fois avec le calibre de l'inspecteur Harry, au même endroit. Ou alors 1500 fois avec le Walter PPK de James Bond, au même endroit, pour un obus. C'est une arme de guerre. Ici, vous avez une des cartes postales que pouvaient envoyer les soldats à la maison. On voit ici un soldat qui recharge le canon de 75, et ici, certainement sa femme qui lit sa lettre pour avoir des nouvelles, certainement pour la rassurer. Dernière unité d'énergie qui est souvent utilisée chez nous, c'est le kilowattheure. Ça, cette unité, certainement que vos parents la connaissent parce que le kilowattheure, c'est l'unité qui mesure l'énergie électrique consommée dans nos maisons. Donc, c'est cette quantité d'énergie qu'on doit payer régulièrement. Voilà. Évidemment, le kilowattheure, vous reconnaissez le préfixe kilo, ça veut dire qu'il existe des hectowattheures, des décawattheures, mais c'est souvent le kilowattheure. On peut utiliser éventuellement le mégawattheure, le gigawattheure ou même le térawattheure, mais ça, on utilise ces grosses unités plutôt pour mesurer l'énergie produite par une centrale. Pour se donner là aussi un ordre de grandeur, c'est les appareils de tous les jours, combien ils consomment chaque année, parce qu'au final, c'est ça qu'on paye quand on utilise nos appareils. Alors, je vous ai mis un petit document, ça sera peut-être un petit peu flou à l'impression, donc n'hésitez pas à zoomer dessus sur la version électronique. Alors c'est peut-être un peu flou, mais on voit que un PC portable en veille consomme 90 kWh par an. Un ordinateur à écran plat en veille,
Le portable, en veille, il utilise 20 kWh, en fonction, c'est 90 kWh. Un ordinateur de bureau, c'est plutôt 300 kWh. L'écran plat, 150 kWh. Ce qui coûte vraiment le plus cher, c'est le chauffe-eau. Le chauffe-eau solaire, le chauffe-eau électrique, celui qui chauffe votre eau pour prendre vos douches, c'est 1700 kWh par an. C'est souvent ça qui coûte cher. Un chauffage électrique d'appoint, ça peut vite aller, si vous l'utilisez tous les jours, ça coûte cher aussi. Là, dans la cuisine, vous avez les différentes utilisations. Donc, ce sont des consommations moyennes, hein, évidemment. Ceux qui cuisinent beaucoup consommeront davantage que les 210 kWh de la table d'induction. Ce sont des valeurs moyennes. Certains vont consommer plus, d'autres vont consommer beaucoup moins. Ça vous donne un ordre de grandeur pour la consommation en kilowattheure. Voilà, la séance est terminée. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo pour réécouter quelques explications. Ce document, c'est la trace écrite. Soit vous l'imprimez, soit vous recopiez les parties écrites et vous revoyez bien sur votre ordinateur, votre tablette, les images qui sont présentées. Je ferai la prochaine fois une petite évaluation type je me souviens, mais vous verrez, ça sera un petit peu différent de ce qu'on peut faire en classe. Je vous expliquerai la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne reprise et une bonne poursuite du confinement. Au revoir.